Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur la chaîne de Chantal Nguyen. Je souhaite aujourd'hui vous présenter Marie-Françoise Neveu. Ça fait très longtemps que j'attendais ce moment. C'est une personne très attachante. Elle a écrit de nombreux livres avec un énorme éventail au niveau universitaire et professionnel, hein. Tu as différentes casquettes, psychomotricienne, psychopédagogue, psychologue clinicienne, psychothérapeute holistique. Bravo en tout cas Marie-Françoise. Et tu as écrit des livres qui pour moi sont des trésors. Je le conseille vraiment à tout le monde. Et c'est surtout pour les enfants actuels. Donc voilà, je vous le montre déjà. Donc, les enfants actuels, le grand défi cerveau droit dans un univers cerveau gauche, chez les éditions Exergue. Ensuite, tu as le deuxième, voilà, je vous le montre d'abord, qui est enfant autiste, hyperactif, dyslexique, 10, et s'il s'agissait d'autre chose, chez les éditions Exergue également. Et le dernier que tu vas nous montrer, accompagner les enfants actuels et à venir, le mode d'emploi. Vas-y, tu peux le montrer plus haut? Voilà. Ouais, super. Comment éduquer les enfants actuels? Mais écoute, je souhaite savoir déjà comment tu es arrivé à cette ouverture de conscience, comment tu es arrivé à écrire tous ces livres, comment ça s'est présenté pour toi? Est-ce que c'était un parcours que tu as vécu toi aussi étant enfant? Est-ce que tes enfants aussi? Raconte-nous tout ça. En plus, je pense que tu as été aussi enseignante, donc ça va nous aider énormément. Bien déjà, bonjour Chantal et bonjour tout le monde. En fait, c'est un peu l'histoire d'une vie. Oui, Parce que dès mon enfance, je me suis occupée d'enfants. d'accord. Donc j'ai toujours eu des enfants autour de moi, même quand j'étais petite. Non seulement j'avais mon frère et ma sœur qui étaient plus jeunes, et Oui. j'habitais à la campagne, et j'avais les petits voisins. D'accord. Et l'été, pour que les mamans puissent aller dans les champs, je faisais un peu la halte garderie. Donc tu gardais énormément d'enfants et tu as pu voir les différentes générations. Et, et puis au fil du temps, ben, beaucoup de parents s'apercevaient que je réussissais à des endroits où eux ne réussissaient pas. Oui, Ça m'arrivait à la campagne qu'on m'appelle le midi pour faire manger un bébé. d'accord. Et qu'est-ce qui se passait par rapport à ça justement? Pourquoi ils Ce t'appelaient? bébé, quand elle a commencé à être sevrée, elle ne mangeait pas. Bon, elle avait eu un problème in utero avec un nœud au cordon assez serré. Oui, Et bien avec moi, elle mangeait. d'accord. Et comment tu J'avais faisais? j'avais une douzaine d'années à l'époque. Mhm. Et puis j'ai cheminé comme ça, toujours en ayant des enfants autour de moi, mais de Oui, façon complètement naturelle. oui, Donc, après mon bac, j'ai fait une formation qui, à l'époque, s'appelait jardinière d'enfants. mhm, Maintenant, ça s'appelle éducateur de jeunes enfants. oui, Mais dans l'école où j'ai fait ma formation, ils m'ont vivement conseillé de me spécialiser. Et je me suis spécialisée pour les enfants en situation d'échec scolaire, tout en étant dans les limites de l'intelligence dite normale. oui, d'accord. Donc, j'ai eu une classe pendant 4 ans dans l'annexe de cette école Mhm. où j'avais des enfants CP, CE1, tous en situation d'échec, certains avec des QI, alors il faut ramener ça aux années 70, Mhm. certains avec des QI de 150. Ah oui, d'accord. Hein. Et je me souviens une année où j'en avais un avec un QI de 150, 9 ans en CE1. C'est-à-dire qu'il Mhm. avait un retard de 2 ans. Oui, oui, oui. Donc, cet enfant, je lui ai fait sauter le CE2. D'accord. Mais ça a été, pendant toute une période, presque un affrontement entre les deux. C'est-à-dire Oui. deux forces qui se rencontrent et il ne fallait surtout pas que je cède. Mhm. Parce que son grand principe, c'était une femme doit céder devant lui. D'accord. Oui. Bon.
Et puis, je me suis retrouvée avec des enfants, par exemple, les CE1, quand j'ai commencé à faire la conjugaison, donc les bases présent, passé, futur, c'était mais la brasse coulée pour la plupart des enfants. Parce qu'en fait, ils étaient dyslexiques. Donc, avant, après, ça n'avait aucun sens. Donc, j'ai inventé des systèmes. Donc, pour ces enfants-là, j'ai inventé des trucs. Et oui, qu'est-ce que tu as fait du coup? Par exemple, là, pour présent, imparfait, futur, j'ai fait un grand calendrier avec des étiquettes mobiles. Mmh. Tous les matins, on faisait le calendrier. Donc, ce qui avait été aujourd'hui devenait hier, puisqu'on déplaçait les étiquettes. Et donc, les CP, qui tous les matins faisaient la manip avec nous, quand on a fait présent, imparfait, futur l'année d'après, aucun problème. D'accord. Parce que la notion de glissement hier, aujourd'hui, demain, ils l'ont manipulé pendant des mois. Et donc ça, c'est une des choses qui m'ont fait comprendre, c'est qu'il fallait qu'ils manipulent et qu'ils le répètent. D'accord. Oui, c'est comme si la notion du temps n'était pas vraiment présente, comme s'ils étaient comme s'ils étaient dans un présent permanent et que la notion, oui, Exactement. je le vois beaucoup ça avec mon petit. Oui. Il faut des frises un petit peu chronologiques avec les activités qui sont souvent collées pour avoir un visuel et savoir quand est-ce que ça se termine. Sinon, il y a des écolalis où ils vont répéter la même chose. On va rentrer à la maison, on va rentrer à la maison, mais s'ils ne le voient pas visuellement, ils ne comprennent pas cette notion d'espace-temps en fait. Non, non, parce qu'ils ont un autre fonctionnement. Ouais. Ces enfants dans ma classe, c'est ce qu'ils ont commencé à me faire comprendre. C'est qu'il y avait un autre fonctionnement. Ouais. Par exemple, j'avais un enfant, quand je faisais une leçon nouvelle, il fallait que je lui répète 3 fois à des jours différents pour que ce soit intégré. D'accord. Le temps que je ne lui ai pas expliqué 3 fois, c'était pas intégré. Ouais. Et après, c'était acquis, on n'en parlait plus. D'accord. Et quelles sont les particularités de ces enfants actuels que tu appelles par rapport aux autres enfants, par exemple? Alors, actuel, entre guillemets, ce qui fait qu'ils sont toujours actuels, qu'ils aient 0 ou 100 ans. Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, ma tranche d'âge, elle va de 0 à 100 ans. Oui. Je ne me limite pas aux enfants d'âge civil. Oui. Alors, ce qu'ils ont de particulier, pour ça, je vais prendre une image de la Tour Eiffel, qu'on retrouve sur toutes les couvertures de mes livres, parce que c'est le symbole qui explique bien. Donc, la Tour Eiffel, donc imagine, des personnes habitent dans les pieds de la Tour Eiffel, des personnes habitent au 3e étage de la Tour Eiffel. Oui. Tout le monde habite à Paris, tout le monde regarde Paris de sa fenêtre, mais est-ce que tout le monde voit le même Paris? Non. Non. Et c'est là que ça se joue. Ceux qui sont au rez-de-chaussée voient Paris comme on se voit là toutes les deux, les détails, comment les choses évoluent sur le plan linéaire, analyse, synthèse. Ceux qui sont au 3e étage, les détails, ils ne les voient pas du tout. Pour eux, les détails n'existent pas. Le déroulement dans le temps, ils ne le voient pas non plus. Par contre, ils ont une perception extrêmement large, globale, qui n'analyse pas. D'accord. C'est-à-dire, ils s'imprègnent. Ce qui fait que dans le fonctionnement, dans la vie, et en particulier dans les apprentissages scolaires, ben, ça ne se passe pas du tout de la même façon. Mais oui, comme tu disais, cerveau droit dans un univers cerveau gauche. Voilà. Parce que le fonctionnement pied de Tour Eiffel, alors, un point important, il n'y a pas de jugement de valeur. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est 2 fonctionnements différents.
Et on va vers de plus en plus de fonctionnement cerveau droit, parce que l'espèce humaine évolue, Oui. sauf qu'elle évolue très vite. Et oui, il y a beaucoup de diagnostics, énormément de diagnostics qui se font, mais est-ce que c'est vraiment Non, nécessaire? non, c'est pour ça que dans le deuxième livre, j'ai mis « Et s'il s'agissait d'autre chose ?» Mais oui, c'est pour ça. Voilà. Mm. Hein, et s'il s'agissait d'autre chose. Parce qu'on n'est pas dans les pathologies psychiatriques ou psychopathologiques classiques. On est dans autre chose. Mm. Donc, si je reviens au fonctionnement pied de Tour Eiffel, je vois les détails, analyse, synthèse, je suis dans le concret, je suis dans le linéaire. Au niveau du cerveau, on a les deux hémisphères, et ils ont chacun des fonctions différentes et complémentaires. L'hémisphère gauche gère majoritairement tout ce qui est logique, rationnel, concret, analyse, synthèse. C'est pour ça que le fonctionnement pied de Tour Eiffel, je l'appelle fonctionnement cerveau gauche, hein, en mettant bien des guillemets, parce que c'est un abus de langage. Oui. Hein. Fonctionnement cerveau droit, l'hémisphère droit gère préférentiellement tout ce qui est intuition, sensibilité, créativité. Et je peux même dire aussi sens du sacré. Oui. Donc, tous nos pitchouns, troisième étage de la Tour Eiffel, fonctionnent en mode hémisphère droit. Et ils prennent les informations, ils ont des intuitions, mais ils ne savent pas les analyser, ils ne savent pas les expliquer. Et ils reçoivent énormément d'informations. Pour les traiter, c'est difficile. C'est comme moi, je les appelle les programmeurs. Dans un cerveau automatique, nous, on va rentrer dans une pièce, tout est déjà fait. Alors que eux, quand ils rentrent dans une pièce, il faut qu'ils reprogramment tous les nouveaux rideaux, tous les détails qui ont changé. Et ça fait un amas d'informations en permanence qu'ils doivent traiter et c'est difficile. Surtout qu'ils ont en plus d'autres informations. Mm. C'est-à-dire Oui, qu'ils sont sensibles à tout ce qu'on ne voit pas. oui, bah, le monde invisible où ils peuvent percevoir différents plans en même temps, en fait. Et c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas. Oui, bah, c'est comme le gaz, l'électricité, le vent, on ne le voit pas et Voilà. pourtant c'est là. Voilà. Hein. Ouais, Le vent, le froid, on en voit les effets, ouais. mais on ne voit pas le vent, on ne voit pas le froid. Oui, Non. et ben justement, toi, est-ce que tu percevais, toi aussi, petite, des choses? Parce que moi, je sais qu'en tant que maman d'un petit qui est très, très sensible, moi, je sais que je percevais et je perçois toujours beaucoup de choses. Par Alors, exemple, la nuit, enfin, on peut voir des formes, des âmes, on peut voir différentes, des élémentaux, des choses comme ça. Et eux, ils les voient, ils les ressentent. Donc, c'est souvent, faut allumer la lumière parce que ça les fait disparaître. tout à fait. Ou, Alors, enfant, je ne les percevais pas ouais, parce que j'ai très vite compris que, alors, ça n'a rien contre ma famille, mais oui, j'étais en décalage par rapport à ma famille et qu'il fallait mieux que je me taise. oui, Donc, en fait, dès toute petite, je me suis mise dans une espèce de, moi j'appelais ça ma tour d'ivoire. oui, Hein. Donc, en fait, j'étais un peu enfermée dans cette tour d'ivoire qui fait que je ne percevais pas. J'appelais mais quelque part, je savais, oui. je ne les percevais pas. Et, et cette tour d'ivoire, je l'ai vraiment ouverte quand j'ai commencé à travailler avec les enfants dans cette classe. D'accord. Hein. Je l'ai ouverte petit à petit et je me suis réapproprié euh, toutes mes capacités. Oui, ouais. Oui, parce qu'on voit dans le livre, il y a beaucoup de témoignages où l'enfant te parle de choses. Enfin, les parents, s'ils sont pas dans cette ouverture de conscience, l'enfant est vite réprimé et se referme. Et du coup, moi, je sais que je vais dire, au lieu de dire que ça n'existe pas, juste écouter et dire, OK, bah, même si c'est là, on va faire en sorte que on va le faire partir ou juste en disant, c'est la chambre 2
de tel enfant, s'il vous plaît, restez en dehors et ne pas l'embêter pendant sa nuit. Parce que jusqu'à il y a en gros une centaine d'années, Ouais. dans nos systèmes occidentaux, la majorité des humains étaient en mode cerveau gauche. Mm. Et tout le système éducatif, mode cerveau gauche. Ça veut dire enfermé dans la perception des cinq sens. Ouais. Et tout ce qui n'est pas accessible aux cinq sens n'existe pas. Mm. Donc ça a été le conditionnement de l'humanité en Occident depuis extrêmement longtemps. Oui, oui, oui. Et donc tous ces enfants qui arrivent de plus en plus nombreux depuis une centaine d'années, ben, au début, il fallait qu'ils se fassent tout petits parce qu'ils avaient plutôt l'air d'extraterrestres. Hein, Oui. et petit à petit, au fil du temps, ils sont de plus en plus visibles. Oui, oui, Hein. Donc tu vois, c'est vraiment petit à petit cette ouverture, comme si en mode pied de tour Eiffel, en mode cerveau gauche, c'est comme si on était enfermé dans une chape. Hein. Certains appellent ça une matrice, oui. et on ne peut pas voir au-delà. Mm. Ce que proposent ces enfants, et de façon de plus en plus forte, c'est d'enlever cette matrice et de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Mm. Oui, c'est comme si dans votre appartement, il y avait une porte qui était fermée, une pièce secrète dans laquelle on ne va jamais. Ouais. Une pièce interdite, on n'y va pas. Tout d'un coup, il y a des petits curieux qui l'ouvrent puis qui mettent leur nez pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Mm. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Donc, du coup, ils ramènent des informations. Et on a des réponses dans le travail de Rupert Sheldrake Oui. avec son principe des champs morphogénétiques de conscience. Oui, ils ramènent des informations qui se trouvent dans leur tête, en fait. Oui, Quand parce qu'il les capte. Oui. Mm, mm. Si je prends une autre image, imagine, tu as ton téléphone portable, Mm. il n'a pas de fil, et tu veux téléphoner à une copine qui est à New York. Mm. Comment vous pouvez téléphoner toutes les deux? C'est par télépathie, hein. Ben, le téléphone, il utilise les ondes. Oui. C'est-à-dire que là, autour de nous, toi comme moi, comme les personnes qui nous écoutent, ce qu'on croit le vide autour de nous, Mm. en fait, ce ne sont que des ondes. Et nos téléphones utilisent les ondes pour être transportés d'un endroit à l'autre. Mm. Toutes les informations circulent sur les ondes. C'est ça. Et la télépathie fonctionne comme ça. Ouais. Oui, oui. Oui, oui. Bah, d'ailleurs, on parle de télépathie, je voulais en parler un peu plus. Mais oui, de ce que j'avais noté avec mon petit, quand vraiment à moins d'un an, moi, je pensais dans ma tête, bon, dans 5 minutes, il va falloir que je lui prenne sa douche. Sauf que je lui disais dans ma tête, et lui, comme il a horreur de la douche, et il commençait à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et je me disais, mais il a su capter et mais plusieurs reprises, plusieurs choses comme ça, là où je disais des choses dans ma tête, et après il sortait le mot que j'étais en train de penser. Et ouais, c'est des grands télépathes. Oui. Et pour eux, c'est extrêmement difficile à gérer. Ouais. Parce qu'ils s'aperçoivent que les adultes pensent quelque chose, mais disent autre chose ou font autre chose. Ouais. Du coup, il y a une contradiction et. Une contradiction, donc qu'est-ce que c'est que ce monde de fous? Mm. Et l'enfant, il est dépendant de l'adulte. L'adulte, c'est sa sécurité. Donc il ne peut pas mettre l'adulte en cause. Mm. Donc pour l'enfant, ce n'est pas l'adulte qui est fou, c'est lui. Mm. Donc moi, je vois plein d'enfants qui me disent, je suis fou, je suis nul, je suis bon à rien. Juste parce qu'il perçoit ce décalage, il ne comprend pas, mais il croit que c'est lui qui ne va pas. Oui. Ah oui. En fait, c'est des grands enseignants, hein. Ils sont là pour. Ils sont pas là pour rentrer dans le moule, mais ils sont là pour nous faire sortir du moule, je pense. Complètement, complètement. Ah ouais. Et oui, parce que du coup, enfin, moi je sais que il y a des parents qui m'ont raconté qu'ils ont aussi au niveau, je sais pas comment ça s'appelle, psychokinésie ou qu'ils arrivent à faire bouger des objets, mais ça peut un peu effrayer ça au début quand on. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote par rapport à un enfant qui Ah fait oui, déplacer les. tout de suite, j'en ai une.
Oui. J'ai un enfant, il avait 8 ans à peu près. Il farfouille dans l'étagère où j'ai tout mon matériel et il trouve une boîte avec des billes. Mhm. Donc il veut qu'on joue aux billes. Oui. Bon, jouer aux billes avec moi, c'est très bien parce que j'ai un défaut de convergence. Donc je ne sais pas quelle est la bille réelle et la bille virtuelle. Mhm. Donc en général, je perds. Et là, je n'ai jamais compris. Je gagnais toutes les parties. Donc au bout d'un moment, ça l'énerve. Oui. Et j'ai vu le cheminement qui se faisait dans sa tête et son regard, comment avec son regard, il déviait ma bille. Et c'était très net parce on voyait la trajectoire et clac, elle se cassait. D'accord. Mais il lui fallait une certaine distance. Si c'était trop court, il n'avait pas le temps de le faire. Ouais. Une autre petite fille, elle faisait du vélo dans l'allée d'un parc et assez loin d'elle, une grand-mère traverse. Et dans sa tête, elle pense, pousse-toi la grand-mère. Ben, la grand-mère, elle a volé. Non. Elle Mais voler fortement, comme ça, là? oui, elle est vraiment tombée, mais tombée d'une façon comme si elle s'envolait, comme si ses pieds tenaient plus par terre. Punaise. Juste parce qu'elle a pensé, pousse-toi la grand-mère. D'accord. Ah oui. Hein. Et... Cela, si tu veux, cela, c'est extrêmement important de les accompagner. Oui. Ceux-là, ils sont déjà dans ce qu'on appelle la cinquième dimension. Cinquième dimension, c'est je pense, je crée. Oui. Et ils n'ont pas la notion de bien et de mal. D'accord. Ils ont une capacité, ils la font. Oui. Ouais, donc c'est oui, ça peut être dangereux si jamais ils sont en colère et qu'il y a un couteau qui vole. Donc c'est important de leur expliquer que sur Terre, pour le moment, c'est je pense quelque chose et je mets en action ce qui va me permettre d'obtenir ce à quoi j'ai pensé. Ouais. Ouais, c'est important de leur expliquer parce qu'autrement c'est une frustration et des colères énormes. Ouais, j'imagine. Mais ouais, j'avais capté un moment que ces enfants qui savaient déplacer les choses, qui étaient peut-être amenés plus tard à pouvoir gérer, ben, justement, à déplacer les cellules cancéreuses là où c'est voilà, hors de danger. Et... Peut-être, et sûrement qu'il y en aura qui seront capables de faire ça. Pour le Mm. moment, je n'ai pas de témoignage, mais Mm. de toute façon, tous les guérisseurs, les magnétiseurs, qu'est-ce qu'ils font? Oui. Ils font la même chose, ils ne le savent Ah pas oui. forcément, mais c'est ce qu'ils font. Ouais. Ouais. Sauf que là, les enfants le font de façon consciente. D'accord. Et J'ai reçu un petit bonhomme une fois, il avait, je ne sais plus, maximum 4 ans. Et sa maman m'explique que de temps en temps, il la soignait. Donc il faisait allonger sa maman, et puis il allait chercher des sortes de jetons qu'il posait à certains endroits du corps de la maman. d'accord. Donc j'ai demandé à la maman et au petit la couleur des jetons et où est-ce qu'il les posait. Et bien en fait, il faisait un soin de la médecine chinoise. Ah oui. Il posait Ouais. son jeton sur des points d'acupuncture et la couleur en fonction de la difficulté de la maman du moment. D'accord. Ouais, c'est un savoir inné, hein. C'est un savoir inné parce que justement, les champs morphogénétiques de Rupert Sheldrake, il va se connecter sur un champ de connaissances. Et oui, et du coup, ouais, il capte toute l'information, le champ informationnel. Et c'est pour ça que Voilà, quand dans ton voilà. livre, dans ton livre, tu disais, les enfants font des exercices et ils trouvent bah, la solution dans leur tête, quoi. Il n'y a pas de raisonnement, de calcul, etc. Et la réponse leur apparaît comme si c'était. Et quand on leur demande d'expliquer comment ils l'ont trouvé, ils nous regardent avec des yeux ronds. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Dans ma tête. Hmm. Hein. Ce qui fait qu'après, souvent c'est arrivé en seconde qu'ils commencent à faire ça. Comme ils se récupèrent régulièrement des mauvaises notes, parce qu'ils n'ont pas justifié leur réponse, Oui, ils trouvent la réponse et ils essaient de bidouiller un argumentaire pour justifier leur réponse. Mais leur argumentaire, il ne tient pas la route. oui, Donc le prof voit bien que l'argumentaire, il est faux. Et donc s'il a bon le résultat, c'est qu'il a copié ou c'est qu'il a triché. oui.
Donc finalement, ils ne sont pas du tout gagnants. Non, 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 non. C'est intéressant tout ça. Et justement, est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des enfants qui peut-être vont pas te parler, enfin, ils vont te parler de vie, moi que j'appelle parallèle, mais des vies qui sont encore en cours. Pour certains, vous les appelez les vies antérieures. Mais est-ce que tu as des enfants qui te parlent de vie comme ça, là, Alors, des traumatismes qui se souviennent vie antérieure, ça j'ai eu. ouais. Et comment tu t'arrives à les apaiser par rapport à ça? Parce que je sais qu'il y en a qui disent en boucle qu'ils ont peur des enfants et qui tombent sur la tête tout le temps. Et c'est parce que moi j'ai capté que dans une autre vie, dans une vie en cours, un enfant a pu le pousser et il est tombé de l'arbre, tu vois. Et comment tu fais pour apaiser cette peur qui finalement est... C'est les amener à être de plus en plus dans le présent. D'accord. Pour que petit à petit, ils s'inscrivent dans la bulle du présent et que ce qui a été d'une autre vie devienne du passé. Oui. Parce qu'autrement, le présent de cette vie et le présent de l'autre vie, finalement, sont télescopés. D'accord. D'accord. Moi, j'ai eu une petite fille, ça c'est vieux, c'est il y a très très longtemps, 4 ans. La maman vient me voir avec cette petite, couverte d'eczéma. De la tête aux pieds, par moments, c'était une plaie vivante. Oui. Et quand elle sort de mon cabinet, la première fois, elle dit à sa maman: « Oh, mais je la connaissais, la dame. » Sa maman lui dit: « Non, on ne l'a jamais vue, Marie-Françoise. » « Mais si, c'est tante Isabelle. » D'accord. Et en fait, je faisais partie de sa vie précédente. Donc, moi, je l'amenais, je faisais des jeux, je faisais plein de choses avec elle pour l'amener dans le présent. Puis de temps en temps, comme ça, en douce, elle me relançait une information de sa vie passée. Oui. Et puis petit à petit, l'eczéma disparaissait. Petit à petit, elle allait de mieux en mieux. Et puis un jour, elle me dit, on était penchées toutes les deux sur un jeu, et elle me dit comme ça en coin: « Tu sais, c'est tes caresses qui m'ont guérie. » Oui. Alors que je ne l'ai pas caressée. Dès la première fois, elle m'a dit qu'elle n'aimait pas les massages. D'accord. Donc, ayant plein d'eczéma, dans mon bureau, il faisait chaud, donc elle se déshabillait en partie, parce qu'elle avait trop chaud. Oui. Pour moi, ce qui était très bien, parce que tout en jouant, je l'effleurais. D'accord. Donc je suis rentrée en contact, comme ça, petit à petit, hein, en l'effleurant, de temps en temps en posant ma main plus fortement sur son bras. Donc tu vois, je l'ai apprivoisée comme ça, petit à petit, mais dans le cadre des jeux. Oui. Hein. Vraiment Mais de elle a bien façon. compris ce qui s'était passé, parce qu'elle m'a dit: « C'est tes caresses qui m'ont guéri. » Hein. D'accord. Alors que je lui ai jamais fait de massage, je lui ai jamais rien fait. Oui. Et elle l'a ressenti comme des caresses. Et oui. Et du coup, sa vie passée, petit à petit, elle n'en parlait plus. Elle était inscrite complètement là, ici, maintenant. D'accord. Oui, c'est ça. C'est ça le. Oui, parce que c'était pas, enfin, c'est pas évident, hein, parce que c'est quand on leur demande, quand on leur demande où est-ce que tu as mis ton jouet, ils vont pas savoir, mais ils vont se rappeler de vie comme ça, tu vois. C'est. Tu sais, dans un autre cas de figure, j'ai eu un petit garçon une fois, un enfant de 6 ans, complètement dépressif, complètement, tu vois, recroquevillé sur lui-même. Ouais. Donc, pendant un quart, il est bien avec son papa. Donc, pendant un quart d'heure, je parle essentiellement avec le papa parce que le petit, il est peu réceptif au dialogue. Puis tout d'un coup, comme ça, très brutalement, il se met sur le bord de sa chaise, droit, il me regarde, puis il dit: « Tu sais, il y a une planète, c'est le cimetière des vaisseaux. » Tu vois, comme ça. Ouais. Et pendant tout le temps après, eh bien, il m'a tout expliqué l'univers. Waouh. Donc, cet enfant qui était connecté avec l'univers, être à l'école, apprendre 1 plus 1 ou apprendre à lire Papa fume la pipe, Oui. c'était pas du tout son souci. Ouais, mais c'est pour ça, c'est des enfants qui ont déjà fait tout ça. Et ils sont là pour apporter autre chose, en fait. C'est pour ça que des fois, je dis à certains parents, mais
faut pas stresser par rapport à leur éducation. Ils sont surtout venus là pour apporter autre chose et ils ont déjà expérimenté tout ce côté scolaire, et qu'il ne faut pas trop se soucier par rapport à cette scolarité qui peut être un peu catastrophique par moment. Ah bah, tu sais, je pense à un autre, il avait 14 ans, il allait rentrer en IME, Institut médico-éducatif. Donc c'est vraiment pour les enfants qui sont en grande difficulté. Oui. Donc pareil, j'ai cet enfant, 14 ans, tout recroquevillé. Et puis il se passe un bon moment. Puis tout d'un coup, il se redresse, il me regarde droit dans les yeux. À ton avis, est-ce que Dieu existe? Tu vois, comme ça. Donc, je rentre dans son discours et on parle. Et puis au bout d'un moment, je lui dis, écoute, moi j'aimerais comprendre. Parce que tu vas rentrer en IME. Or là, tu me parles de choses extrêmement pointues. Donc quelque chose qui ne va pas. C'est pas conciliable, ces deux choses-là. Moi, j'aimerais comprendre. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il m'a expliqué que quand il avait 3 ans, quand il est rentré à la maternelle, il n'habitait pas suffisamment son corps, donc il ne maîtrisait pas ses mains. Tu vois, toute la motricité avec ses mains, il était gauche, il était maladroit. Donc la maîtresse l'a considéré débile. Je suis débile? Ok. Donc il a endossé le costume du débile, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne s'y est pas identifié. Ouais. Ouais, il a pu ouvrir le costume du débile et tout d'un coup me dire, à ton avis, est-ce que Dieu existe? Et parler de choses extrêmement pointues. Oui. D'accord. Et justement, de ces enfants, je sais que l'adolescence, ça peut être très très compliqué, avec la crise d'ado, avec la reconnexion, à qui ils sont, ils peuvent se sentir un peu perdus. Et je sais qu'il y en a certains qui se retrouvent après dans les hôpitaux, en dépression, juste parce qu'ils n'ont pas cette connaissance. Euh, ils sont pas arrivés à lire des livres ou à se reconnecter. Alors, l'adolescence, c'est un moment extrêmement particulier. L'adolescence, sur le plan psychologique, rejoue la petite enfance. Donc, si la petite enfance s'est mal jouée, on se retrouve avec une adolescence difficile. Ouais. En plus, l'adolescence, l'enfant sort du giron des parents et s'ouvre vers le social. C'est plus les parents le référentiel, c'est le groupe de copains. Et pour être reconnus du groupe de copains, ils sont prêts à tout. Ils sont amenés à faire des choses qu'ils ne feraient pas tout seuls. Il faut être reconnu par les copains et du coup, ils se coupent d'eux-mêmes. Ils s'identifient à un référentiel qui ne leur correspond pas du tout. Donc si les copains boivent de l'alcool, ben, ils vont en boire. Si les copains fument des joints, ils vont en fumer. Si les copains ont des mauvaises relations avec les filles, ils vont en avoir. Mais ce n'est pas eux. Ils croient qu'ils doivent faire ça pour être reconnus par leur père. Alors que, ouais, en fait, ils doivent se reconnecter à leur propre amour. Oui, mais ça, ils peuvent le faire si la petite enfance s'est bien jouée. Oui. En parlant de plus, oui. Parce que beaucoup se sont coupés d'eux-mêmes dans la petite enfance. Donc ils vont pouvoir se reconnecter avec eux-mêmes que passer l'adolescence. D'accord. Parce qu'ils vont pouvoir faire tout ce travail de reconstruction. Mais un adolescent ne peut pas faire ce travail de reconstruction. Parce qu'il est en construction. D'accord, je comprends. Et oui, quand on reparle de la petite enfance, je sais que pour beaucoup de parents, la première année, quand l'enfant naît, il naît avec des... Enfin, mon petit, quand il est né, les yeux qui observaient tout, bien noir, sans cligner des yeux. Enfin, moi, ça m'a marqué qu'il clignait même pas des yeux pendant 1 minute et qui regardait tout. Et euh, les premiers mois étaient très 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 compliqués parce que l'environnement sur Terre était très dense et il avait du mal à s'adapter en fait.
comme s'il voulait repartir tout le temps. Exactement. Et beaucoup de pleurs, beaucoup de pleurs. Les seuls moments où il pleurait pas, c'était quand il dormait en fait. Et même quand j'étais sous la douche, même s'il pleurait pas, j'avais tendance à l'entendre pleurer comme un écho. Et ouais, les premiers mois, ça a été très très difficile. Tu sais, dans la tradition chinoise, l'enfant commence sa vie sur Terre par 3 périodes de 9 mois. Mhm. Première période de 9 mois, c'est les 9 mois qui précèdent la conception. Mhm. C'est-à-dire que tu vois toute cette période de désir d'enfant. Ouais. Donc c'est déjà super important pour le futur enfant. Les 9 mois de grossesse et les 9 premiers mois de vie. Et dans la philosophie chinoise, l'enfant est vraiment un être humain à part entière au bout de ces 3 fois 9 mois. D'accord. Ce qui fait que tout ce qui se joue, entre autres, autour de la périnatalité, c'est primordial. Parce que c'est comment nos pitchouns, 3e étage ou même 5e étage maintenant de plus en plus, c'est comment ils rentrent dans la vie. Et ça laisse une empreinte. C'est tout le travail de Konrad Lorenz dans les années 50-60, qui a travaillé sur l'empreinte au niveau des animaux, mais on peut l'appliquer aux humains. C'est-à-dire ce que l'enfant vit au moment de son passage, c'est l'empreinte, c'est-à-dire que c'est comme s'il était marqué au fer rouge pour toute sa vie. Ouais. Et après, ce qu'il va vivre, ça va soit adoucir, soit renforcer. Donc les conditions de naissance, c'est capital. Ouais. Oui, souvent les accouchements, moi j'ai eu un accouchement très très long, 39 heures à peu près, et c'est comme si ne voulait pas sortir. Hein. Oui, mais tu sais, il y a tous des protocoles qui ont été mis en place, qui ont énormément raccourci tout. 39 heures pour un premier, ça n'a rien d'extraordinaire. Parce qu'en fait, tu as des contractions, et puis ça s'arrête. Oui. Il y a de nouveau une période de contraction, et puis ça s'arrête. C'est-à-dire que bébé et maman font tranquillement ce travail, mais ils le font tranquillement. Oui. Ils ont besoin de 39 heures, c'est pas un souci. Mm. Mais le corps médical l'a réduit. Maintenant, il faut qu'un accouchement soit fait en 8 heures. Oui. Donc le tempo et de la maman et du bébé ne sont pas respectés. Ce qui fait que moi, je reçois beaucoup d'enfants en colère parce qu'ils n'ont pas été respectés. Mm. Et certains enfants sont capables de le dire. On m'a bousculé, on m'a tiré, j'étais pas prêt. Oui, certains sont capables de le dire. Oui, dans le livre, tu parlais d'un enfant qui est né par césarienne et que quand on l'a soulevée, elle avait l'impression d'avoir le vertige, qu'elle allait tomber. Et ouais, donc du coup, elle a toujours eu cette notion de vertige, après même en grandissant. La petite que je disais tout à l'heure avec l'eczéma, Oui. elle avait aussi une petite sœur qui était bébé. Et un jour, la maman me dit que la petite pleurait tout le temps en la sortant du bain. Donc je dis à la maman, ben, peut-être que vous la laissez pas assez longtemps, peut-être qu'il faut jouer davantage. Bon. Puis au bout de X semaines, la maman me dit, vous savez, ça ne change rien. Et là, tout d'un coup, je me souviens d'un détail par rapport à la naissance de la petite. Et je demande à la maman, comment vous la sortez du bain? Et elle me montre qu'elle la prend sous les aisselles. Oui. Ben, je lui dis, voilà, c'est la seule de vos enfants qui est née par césarienne. Vous la sortez comme on sort un bébé par césarienne. Je dis donc, à chaque bain, vous réactivez la mémoire traumatique de la césarienne. Donc je lui ai expliqué comment la sortir du bain autrement, en la tenant sous les fesses et à la base de la nuque. Elle n'a plus jamais pleuré. Ah oui, oui, c'est des petits détails comme ça, là, mais quand on n'y pense pas, on peut chercher la solution. Tout à fait. Donc ce traumatisme, il était réactivé tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est comme, ça me fait penser à l'endormissement aussi.
Je sais que moi, quand je mettais des musiques douces de comptines pour enfants, j'ai l'impression que ça l'énervait plus. Et quand je lui mettais des musiques plus du genre méditation ou des musiques à chant vibratoire ou sacré, eh ben ça le calmait direct en fait. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, moi, je l'ai expérimenté avec plein de bébés. Les comptines, effectivement, ou les chants pour enfants, ça les énerve. Et moi, ça m'est arrivé d'endormir des bébés en leur chantant un mantra dans le creux de l'oreille. Parce qu'ils se reconnectent en fait C'est-à-dire que ça les remet dans la dimension du sacré, et là, hop, ils s'endorment tranquillement. Oui. Et puis des parents dire, bah, comment t'as fait pour l'endormir si vite? Juste chanter un mantra. Oui. Un mantra très, très doux, très tranquille, et puis pas le chanter fort. Ah oui, c'est souvent des enfants qui ont besoin d'être de présence tout le temps en fait. Du coup, il faut les bercer, il faut les avoir dans les bras souvent. Moi, je l'avais tellement dans les bras souvent parce qu'il ne voulait pas être en dehors, ailleurs en fait. On le mettait par terre, on le mettait dans le parc, ça ne marchait pas. C'était que dans les bras. Et avec le papa, on avait des muscles, hein, mais moi, à un moment, je me suis retrouvée avec 2 attelles tendinites sur les 2 bras. D'où l'importance des écharpes. En fait, les écharpes, il voulait pas rester collé. Il voulait toujours voir, en fait. Oui, Et alors, coller la poitrine. Les écharpes, il faut accepter de ne pas respecter ce qu'on nous explique dans les cours d'écharpes. Ouais. Parce qu'ils disent effectivement de mettre face à soi. Ouais. Mais ils veulent voir. Donc il faut les mettre de l'autre côté. D'accord, oui. Dans l'écharpe de l'autre côté pour qu'ils voient. Il faut juste faire attention à ce moment-là, comment on fait le croisement entre les jambes des petits garçons. Oui. Pour ne pas leur comprimer le sexe. Oui, d'accord. Et c'est tout. Ils ont besoin de voir. En plus, c'est un double avantage. C'est que du coup, leur colonne vertébrale est contre le sternum de la maman. La vibration se transmet d'os à os. D'accord. Ce qui fait que l'enfant se retrouve dans les mêmes conditions qu'in utero. Et ça l'apaise, oui. Ça l'apaise, ça le sécurise. Parce que, pourquoi ils sont insécures, ces pitchounes? Les enfants, cerveau gauche, pied de Tour Eiffel. Quand ils arrivent sur Terre, c'est un monde connu. Vibratoirement, c'est un monde connu, puisqu'ils sont de là. L'enfant, 3e étage, ou maintenant 5e ou 6e étage, quand ils naissent, c'est qu'est-ce que c'est que ce bazar? Où est-ce que j'ai mis les pieds? Ils ne comprennent rien à rien. Donc, c'est au secours, les bras de maman. Oui. C'est le petit prince et son renard. C'est qu'il faut que la maman l'accompagne pour apprivoiser la terre. Oui, c'est comme si on te parachutait en Chine et que tu ne Exactement. connaissais pas la langue, tu ne connaissais pas les environnements. Exactement. Et puis encore, la Chine, il y a des choses qui ressemblent à l'Occident. Mais si tu vas en Papouasie ou je sais pas, au fin fond de la Namibie, là, tu comprends rien à rien. Oui, ouais, c'est cette sensation de ne pas connaître l'environnement et du coup de pas comprendre. Donc, la seule personne dont il connaît l'énergie, c'est la maman. Il ne faut pas que le papa se sente relégué ou se sente vexé. C'est juste qu'il est plus proche de l'énergie de sa maman. Et le papa, il a un rôle super important parce que c'est le protecteur du duo maman-bébé. Il a un rôle de protecteur extrêmement important. C'est-à-dire qu'il doit faire en sorte que le duo maman-bébé ne soit pas perturbé, parasité par l'extérieur. Y compris pendant l'accouchement. Oui, c'est vraiment important le papa pour pouvoir tenir, s'endormir parce que c'est des enfants qui ne dorment pas beaucoup. Important comme protecteur. J'ai écouté une émission l'autre jour avec une personne, une Suisse, qui travaille beaucoup sur la naissance, Emma Cruzy. Elle a eu un terme que j'aime beaucoup,
Elle a dit que le papa, c'était le gardien du temple. Oui. C'est ça. Le papa, C'est le ça. gardien du temple. C'est-à-dire, il protège vraiment ce qui est à l'intérieur du temple. C'est-à-dire la maman et le bébé, y compris pendant l'accouchement. Ah oui, mais je sais que pour des parents, souvent, on peut être vite débordé parce que c'est des enfants qui dorment pas forcément beaucoup, qui pleurent énormément. Et du coup, tu étais vite submergé. Moi, je sais que le papa, on a arrêté de travailler les 4-5 premiers mois et on s'alternait en faisant comme un 3-8, hein, parce que comme il ne dormait pas, il ne faisait pas de sieste, etc. Et comment tu fais pour... Enfin, quel conseil tu as pour les parents qui, des fois, peuvent se retrouver peut-être en burn-out parental ou en burn-out maternel et qui se retrouvent à se dissocier, à plus avoir d'émotions, à fonctionner comme des robots en pilotage automatique et comment voilà, récupérer de la patience en fait. Tu veux, le gros problème, c'est que là, on est en confrontation totale entre l'univers économique, cerveau gauche, macho, rentabilité, et puis tout l'univers cerveau droit que les enfants apportent. Là, il y a une confrontation énorme. Les mamans, tout le mouvement féministe et tout ce qui s'ensuit, beaucoup de mamans croient qu'il faut qu'elles soient performantes professionnellement. Ce qui fait qu'elles se coupent de leur nature maternelle. Et pour celles-là, c'est extrêmement difficile quand elles vont reprendre le travail. Ouais. Parce qu'elles ont accouché, elles ont eu le bébé pendant 2-3 mois. Donc là, la fibre maternelle a repris le dessus. Et tout d'un coup, elles se trouvent faire le grand écart entre le boulot et le bébé. Et beaucoup de mamans, là, ça clash, là. Ouais. Moi, je conseille à beaucoup de mamans de passer un accord avec leur médecin qui leur fait un arrêt maladie qu'il prolonge pendant un certain temps. Ouais. Parce que 2 mois et demi, 3 mois, à l'heure actuelle, ni le bébé ni la maman ne sont prêts à être séparés. Ouais. Non, moi j'ai gardé le petit, on a gardé le petit à la maison pendant 3 ans et demi, hein, parce que impossibilité de crèche, impossibilité de nounou, quoi que ce soit. Hein. Il y a des traditions où pendant 6 mois, le bébé ne voit que les parents et les frères et sœurs. Oui. Il ne voit personne d'autre. Il y a même des traditions où pendant, là je ne sais plus combien de semaines, maman et bébé sont tous les deux, tout seuls, dans l'obscurité. Pas le noir complet, mais une pénombre assez forte. Oui. Pour permettre au bébé de tranquillement faire la transition entre les Oui. univers d'où il vient et la Terre. Oui. Donc tu vois, c'est vraiment nos systèmes occidentaux qui vont complètement à l'encontre. Oui, c'est ça. Et oui, ben, oui, c'est surtout les avoir énormément dans les bras dans un premier temps. Et peut-être, et il y en a certains qui ne se laissent pas porter aussi parce qu'ils ressentent tellement les vibrations de l'autre, ils se laissent porter. Moi, j'ai remarqué ça, c'est que ils se laissaient porter par personne d'autre, mais les enfants qui étaient comme lui, très sensibles, et ben, pouvaient le porter en fait. Du coup, ils se reconnaissent entre eux et ils arrivent à vraiment jouer entre eux, alors qu'avec d'autres enfants, ça va clasher ou il va y Entre eux, avoir des pleurs. entre eux, à condition qu'ils soient 2 ou 3. Oui, 3, c'est la foule. oui, C'est pour ça que la crèche ou l'école, ça ne leur va pas, parce qu'il y a trop d'enfants. Comme ils reçoivent plein d'informations, aussi ouais. bien sur d'autres plans que d'informations des gens qui sont autour d'eux, eh ben, à un moment donné, ils sont en sursaturation d'informations. Bah oui. Ils sont comme une éponge qui est gorgée, mais qu'on ne presse pas, parce qu'ils ne savent pas petit le faire. Mm. Donc quand ils sont en sursaturation, c'est la panique. Donc la panique, ils ont 3 solutions. Soit la fuite, donc par exemple dans les cours de récréation, c'est des enfants qui vont faire toute la clôture, le dos à la clôture, et ils vont faire tout le périmètre de la cour et jamais venir au milieu. Mm. L'inhibition d'action,
Il y a des enfants qui vont se figer à un endroit où ils se sentent en sécurité. Alors, un arbre, un adulte, toi, un coin, ils se sentent en sécurité et ils n'en bougent plus. Et l'agression, qui en fait n'est pas une agression. Le terme est mal choisi. C'est qu'à un moment donné, ils sont en overdose et ils font stop, je ne peux plus. Et quand ils font ce mouvement stop, ben, ils repoussent. Les copains repoussent l'adulte. Qu'il l'interprète, il est agressif. Non, il n'est pas agressif, il ne veut pas faire mal. Il veut juste dire stop, arrêtez, arrêtez, je ne peux plus. Et justement, tu sais comment on fait pour juste éponger ce qu'ils ont pu absorber. Il faut du temps. Oui. Il faut du temps, il faut les accompagner dans leur ancrage, et ça, il faut du temps. Alors, il y a un produit en homéopathie qui peut les aider. Moi, je le fais quand ils rentrent à l'école, pour un petit peu adoucir, pour les aider. Mais il faut les aider à s'enraciner, à se mettre en connexion à la terre, pour petit à petit créer leur bulle. Et là, il faut des années. D'accord. Et c'est quoi en homéopathie? Ça, moi, je suis intéressée. C'est Ambra grisea, l'ambre grise. D'accord, Ambra grise. C'est vraiment la formule des éponges, ce que j'appelle les éponges. D'accord. En 9 CH, 3 granules le soir. Oui, super. Voilà, une bonne. Avec l'homéopathie, là par exemple, je dis en 9 CH, si jamais le symptôme s'aggrave, ça ne veut pas dire que le produit n'est pas le bon. Oui. Ça veut dire que la dilution n'est pas le bonne. D'accord. Et donc à ce moment-là, il faut passer en 15. 15 CH. Il faut toujours monter, jamais redescendre. D'accord. Donc Ambra grisea. Ambra grisea, ambre grise. Oui, d'accord. Et les fleurs de bac, tu as pu expérimenter ça ou pas? Alors, ce que je remarque avec les fleurs de bac, c'est qu'elles marchent moins bien à l'heure actuelle. Par contre, ce qui marche mieux, c'est les élixirs. Et au niveau de la fabrication, c'est pas du tout pareil. Les fleurs de bac ou d'autres systèmes, les fleurs sont coupées et sont macérées. Donc on est dans de la matière. Tandis que dans les élixirs, les fleurs ne sont pas coupées. D'accord. C'est un transfert vibratoire. Là, on est dans la médecine quantique. Oui. Donc, tu vois, on est transfert vibratoire, donc transfert d'information. Donc, c'est une information qui, pour ces enfants-là, me paraît plus adaptée parce qu'à un niveau plus élevé. Oui. Et du coup, c'est justement ces enfants qui sont qui peut-être ont du mal avec l'école. C'est surtout les écoles de maintenant sont toujours à l'ancien système. S'ils s'adaptent vraiment pas les 2-3 premières années, qu'est-ce qu'ils pourraient envisager les parents? L'instruction à la maison, les écoles Waldorf, ou est-ce que ça changerait quelque chose ou... Alors, à l'heure actuelle, il n'y a pas une technique. C'est avant tout une personne. Oui. Par exemple, Montessori, le matériel Montessori, il est parfait. Oui. Par contre, les éducatrices, la plupart sont loin d'être parfaites. Elles appliquent une méthode sans forcément avoir de vraies compétences pédagogiques ou psychologiques. Ça peut paraître dur, alors qu'elles ont un matériel qui est génial. Oui. Et c'est pour ça que, personnellement, je fais deux choses. Je fais des formations pour donner des outils à des professionnels ou à des parents pour accompagner ces enfants autrement, outils pédagogiques, outils psychologiques et outils personnels. Parce que s'il n'y a pas un travail sur soi pour nettoyer ses émotions, ça ne peut pas le faire. Et puis en plus, je suis porteuse d'un gros projet de créer quelque chose. Ah, c'est en construction. Voilà. Où ça sera centré autour de l'enfant, mais ce ne sera pas une école. C'est-à-dire que les enfants ne vont pas du tout être assis à une table et puis travailler comme de façon traditionnelle.
Oui, C'est vraiment, pour moi, l'important, c'est le statut expérimental, c'est-à-dire, en fonction de l'enfant, on expérimente d'autres choses, oui, y compris de passer sa journée dans le jardin ou de passer sa journée dans la forêt. oui. Et avec les différentes tranches d'âge mélangées aussi, je Oui, pense. oui. Et tu vois, par exemple, l'enfant, je sais pas moi, l'enfant qui s'intéresse aux oiseaux, qui veut faire des nichoirs pour les oiseaux, Oui, faire les nichoirs pour les oiseaux, ça peut être l'occasion de faire des maths. c'est ça. Tu vois, l'enfant prend des mesures, calcule le rapport de tel. Tu vois, et puis il reporte sur sa pièce de bois, il la découpe. Tu vois, tout le travail qu'il fait. Il fait du calcul, il fait du travail manuel. Mm. C'est faire les choses autrement. Oui, Hein. Ou je sais pas, moi dans le jardin, ils ont cultivé des poireaux, par exemple. Bon, ben les poireaux, il a d'ailleurs fallu les planter, les petits poireaux. oui, Bon, ben, on mesure le rang où on va mettre les poireaux. Il mesure tant. Les petits poireaux, on les repique tous les 30 centimètres. Donc combien il m'en faut? oui. Hein. Ils sont vendus par botte de, je dis n'importe quoi, hein. Ils sont vendus par botte de 50. Combien il faut de bottes? Hein. Une fois qu'ils ont grossi, ils sont bons à être ramassés. Et je veux faire une tarte aux poireaux. Une tarte aux poireaux, il faut, là encore une fois, je dis n'importe quoi, un poireau pour 3 personnes. On est Oui, oui. combien de personnes? Donc on va chercher combien de poireaux. Mm, Tu vois, mm. le calcul, Oui, il peut c'est être. ça. Enfin, oui, il peut être plus, ouais, plus axé sur le terrain que mentalisé, en fait. Voilà. Parce que ce qu'ils ont besoin par-dessus tout, c'est que ça Mm. ait du sens. Oui, Apprendre quelque chose d'abstrait, ça leur est impossible. oui. Donc, bien expliquer le sens de pourquoi il fait la consigne, en fait. Et ce sens, il faut qu'ils le manipulent. C'est pas de leur expliquer de façon abstraite, c'est qu'ils Mm, le manipulent, qu'ils expérimentent le sens que ça a. mm. Ouais, c'est ça le plus Voilà. important. Il faut que ça ait du sens. Et ils sont les grands chantres de l'amour, de la justice, de la cohérence, de la vérité. Tout ce qui est le contraire de ça, ça les met dans des rages folles. Oui. Mm, mm. Ben justement, on parle d'outils comme ça. Souvent, pour acheter des jouets, des choses pour ces enfants-là, c'est un peu un casse-tête. Les bois de l'eau, moi aussi j'en profite. Alors, c'est vraiment un casse-tête parce qu'on a sur le marché plein de jeux qui ne servent à rien. Ouais, ils ont besoin de jeux. Ils n'ont pas de règles. D'accord, oui, Des cubes, des Lego, des Playmobil, des jeux à partir desquels ils élaborent, ils construisent. Tu vois, tout ce qui est règles fermées, ça ne les intéresse pas. Quand ils ont compris la règle, le jeu ne les intéresse plus. d'accord. Par contre, tous les jeux de stratégie, tous les jeux comme Lego ou Playmobil, tout ça, ça les intéresse énormément. Mm, mm, Donc ça ne sert à rien qu'ils aient mm. un placard plein de jeux dont ils ne vont pas se servir. Ouais, c'est sûr. Et puis il faut vraiment choisir le jeu en fonction de ce qu'on perçoit de l'intérêt de l'enfant. Mm, Parce que si on les écoute bien, si on les regarde bien, ils nous font comprendre de quoi ils ont besoin. ouais, ouais, tout à fait. Et, J'ai élevé un petit bonhomme et un jour, il avait une vingtaine de mois à tout casser. Il prend 2 règles plates, il les met par terre, puis il fait quelque chose. Il met ses pieds dessus. J'essayais de comprendre ce qu'il faisait. Et au bout d'un moment, il en enlève une. Et là, j'ai l'impression qu'il fait quelque chose qui ressemble à la trottinette. ouais, Mais la trottinette, c'était en 95.
Les trottinettes n'existaient pas comme maintenant. Oui. Hein. Donc, pas loin de chez moi, j'avais un magasin de jouets. Je l'ai emmené. Il y avait une trottinette sur le trottoir. Non. Directo sur la trottinette, il est reparti avec. Bah oui. Bon, comment il a eu l'idée de la trottinette à une époque où il n'y en avait pas? Mm. Dans le quartier, il était le seul enfant à se balader avec une trottinette. Ouais, parce qu'il avait déjà perçu. Il avait déjà perçu avant. Ou une autre fois, il avait 10 mois. Je suis invitée par une voisine pour prendre le thé au moment de Noël. Il voit un piano. Donc, il veut jouer du piano. Donc, Oui. et cette dame qui était une pianiste, elle est restée bouche bée quand je lui ai dit qu'il n'avait jamais touché un piano. Parce que habituellement, un enfant qui voit un piano, il a ses mains à plat et puis il claque Oui. sur le piano. Oui. Et il a joué ses doigts déliés. Mm. Donc, oui, il a reconnecté à ce savoir qu'il avait déjà. Voilà, C'est pour ça que c'est des prodiges dès petits. voilà. Ouais, j'ai découvert son sens de la musique un jour en sortant du métro. Il avait entre 6 et 8 mois, je ne me souviens plus exactement. Donc je l'avais dans les bras, tu vois, il était assis sur mon bras, et il y avait un groupe de musiciens de Bolivie ou Pérou, ce genre de musique. Oui. Mais j'ai eu la sensation que la musique l'aimantait, c'est comme si je le sentais, tu vois, sortir de mon bras. Tu vois, toute son énergie était propulsée vers la musique. Mm. Beau ça. C'était vraiment, tu vois, il m'a vraiment montré ce jour-là son amour pour la musique. Mm. Alors, je Ouais, pourrais t'en raconter plein avec lui par rapport à la musique, c'était extraordinaire. bah oui, c'est des grosses boules d'amour. Ils sont là pour émaner ce qu'ils savent et ce qu'ils sont. Hein. Mais d'autres, la musique ne va absolument pas les intéresser. Oui, ça sera les voitures ou autre chose. Oui, voilà, tu vois, chaque enfant a vraiment son domaine d'élection. Mm. Et dès tout petit, souvent, les intérêts de l'enfant autour de 2 ans et demi, 3 ans, c'est vraiment ce pourquoi ils sont là. Oui. Donc c'est D'accord. important de voir ce que l'enfant aime, ce qui l'intéresse, ce qui l'attire quand il a 2 ans et demi, 3 ans. D'accord. Ça donne des bons indicateurs pour la suite. Ouais. Bah, le mien, il adore les voitures. Alors, ça ne veut pas dire qu'il sera dans les voitures, mais qu'il Oui. sera dans quelque chose de la mécanique, tu vois, Oui. du mouvement. Oui, mais c'est vrai, bah, tout ce qui est jeu où il doit être concentré, c'est pas la peine. Alors, tout Non, ce qui est jeu où il est en déplacement, où il joue au basket, où il court, bah, ça c'est quelque chose qui lui va beaucoup. voilà. Mm. Et si tu veux, c'est ça qui est difficile pour les parents, c'est de s'adapter aux spécificités de chaque enfant. Oui, Parce que dans une famille, s'il y a 3 enfants, il y a 3 spécificités oui, c'est qui ça. peuvent être diamétralement opposées. Mm, mm, mm. Et oui, par rapport à, et du coup, ça me fait penser d'un coup à la nourriture. Je sais que les Donc, enfants, tu fonctionnes par télépathie aussi, Chantal? bah oui, Parce que j'étais en train de penser, il ne faut pas que j'oublie de parler du problème du gluten. en fait, je capte des fois les questions, elles me viennent en fait comme ça. Hein. Là, tu as bien capté par télépathie, là. On est vraiment synchro. Oui, oui, oui. Et oui, oui, quand je fais les interviews, les questions, en général, je les capte, je sais pas Oui, d'où, et là, puis tu l'as après, je capté les. dans ma tête parce que je venais de le mettre. Oui, bah, du coup, par rapport à l'alimentation, qu'est-ce qu'il faut. Enfin, je sais qu'ils sont très, très, très restreints. Ils mangent toujours la même chose, souvent, et c'est difficile, hein, pour. Alors, il y a un gros, gros problème par rapport à la nourriture actuellement. Oui, On a énormément d'enfants intolérants au gluten et aux produits laitiers. d'accord. Ça ne se voit pas forcément sur le plan digestif, ça se Oui, voit sur le plan du comportement.
D'accord. Même s'ils en mangent, ils... Tu as l'impression que ça passe bien, et Ouais. c'est au niveau du comportement. Tu vois, par exemple, une fois, j'ai reçu un enfant autiste mutique, Ouais. en ne parlant pas. Il avait 5 ans. Je trouve rien sauf son alimentation. Ouais. Donc, je conseille à la maman d'expérimenter pendant quelques semaines l'arrêt du gluten et des produits laitiers. Quelque temps après, elle m'a dit qu'au bout de 15 jours, il disait ses premiers mots. Ah oui, donc ça l'avait freiné dans Parce le que, langage. voilà, parce que chez certains enfants, le- moi je suis née en Normandie, donc dans un pays de blé. Oui. J'étais enfant, le blé faisait 1,50 m. Oui. Maintenant, il fait 60 cm. Et le blé, quand j'étais enfant, et le blé de maintenant a 2,5 fois plus de chromosomes que le blé quand j'étais enfant. Oui. Donc en fait, le blé, c'est le premier OGM, même si ça ne dit pas son nom. D'accord. Ce qui fait que notre système physiologique n'est pas adapté au blé moderne. Oui. Donc on n'a pas les enzymes, on n'a pas ce qu'il faut pour dégrader le gluten moderne. Alors certains enfants, ça va passer, Oui. et puis d'autres enfants, eh ben, ça ne va pas passer. Et souvent, il y a les conditions de naissance, il y a certains vaccins, tu vois, il y a des terrains qui sont minés et qui fait que le gluten et les produits laitiers vont poser problème. Oui. Donc, si les parents pouvaient réduire au maximum tout ce qui est gluten et produits laitiers, tout le monde s'en porterait beaucoup mieux. D'accord. Ça joue dans la concentration, ça joue dans l'agressivité, ça joue dans l'enfant des ébulons perpétuels. Parce que le gluten mal digéré, parce qu'il est lourd, il est épais, donc il colle dans l'intestin, Oui. et donc il fermente, et il produit des substances opiacées. Des D'accord. substances opiacées qui montent dans le cerveau. Donc on se retrouve avec des enfants, et puis les produits laitiers font la même chose, on se retrouve avec des enfants qui sont, au sens propre, shootés aux substances opiacées. D'accord. Donc ils sont drogués aux opiacés. Oui. Et du coup, qu'est-ce que tu préconises pour faire le switch en fait pour... Déjà, produits laitiers, tu les supprimes. Dire que l'enfant va manquer de calcium, ça c'est un des gros mensonges d'après la guerre. C'est pas vrai. Le calcium du lait n'est pas un bon calcium puisqu'il sort le calcium des os. Donc le calcium, on en trouve dans plein d'autres choses. Donc il ne manquera pas de calcium. Et remplacé par plein d'autres choses, des laits végétaux ou trouver d'autres choses. Le gluten, par exemple, si tu fais un gâteau à la maison, eh ben, tu remplaces la farine de blé par de la farine de riz. Oui. Alors, la farine de riz, elle a l'inconvénient d'être fade. Donc tu fais une chose, tu mets 3/4 de farine de riz, 1/4 de farine de châtaigne. D'accord. La farine de châtaigne, ça redonne un petit goût noisette, un petit goût Ouais. sympa. Hein. Bon. Alors tu feras jamais exactement les mêmes gâteaux, puisque forcément, il n'y a pas de gluten, ça ne joue pas de la même façon. Et tu feras des gâteaux qui sont tout aussi bons. Oui. Les pâtes, maintenant, moi je les expérimente, il y a de plus en plus de pâtes sans gluten qui sont bonnes. Oui. Avant, elles n'étaient pas top, maintenant elles sont bonnes. Si on les achète en boutique bio. D'accord. Dans le commerce classique, elles ne sont pas forcément top. Donc l'enfant peut s'apercevoir de la différence. Oui. Oui, mais c'est souvent en plus si on leur donne une forme de pâte et qu'on en donne une autre, ils le voient direct et ils veulent pas le manger. Hein. Et tu vois, gluten, produits laitiers, c'est vraiment les deux gros trucs de l'alimentation actuelle. Oui. Et le plus possible, une alimentation faite maison. Oui. Parce que tous les additifs sont des perturbateurs. D'accord. Tu vois, par exemple, le rouge cochenille qu'on retrouve dans la confiserie, tout ce qui est rose dans les confiseries, Oui. chez certains enfants, parce que pas tous heureusement, chez certains enfants, ça les fait crier. D'accord.
Donc on a des enfants qui crient en permanence, sans raison apparente. On supprime tout ce qui contient du rouge cochenille et comme par miracle, il ne crie plus. Mm. Bah oui. Et oui, 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 c'est ça, faut vraiment creuser souvent les comportements qui peuvent, voilà, soit ils sont trop excités, ou soit enfin, ils boudent, ou ouais, c'est souvent regardé au niveau Et de pas l'alimentation. du rouge cochenille, il y a une maman, donc elle avait compris. Donc plus de confiserie, plus rien rose avec le rouge cochenille. Donc la petite ne crie plus. Et puis tout d'un coup, la petite recrie. Ouais. Là, la maman ne comprend pas, elle dit j'ai rien changé. Et tout d'un coup, elle réalise que la petite est malade. Le médecin lui a donné du sirop. Le sirop, il est rose. Elle va voir dans la composition du sirop rouge cochenille. Ah. Sirop, Et, belle direct. ouais, ouais. Et oui, mais quand on parle d'enfants malades comme ça, j'ai l'impression qu'ils attrapent vraiment beaucoup d'infections et ils sont. Alors, si tu veux, comme c'est des enfants, troisième, sixième étage de la Tour Eiffel, Ouais, ils ont du mal à s'incarner. Ils ont du mal à rentrer dans la matière de leur corps. ouais, Alors, selon les conditions de naissance, le système immunitaire a déjà du mal à se mettre en place. d'accord. Tu vois, les naissances par césarienne, le système immunitaire a du mal à se mettre en place. Mm. Donc déjà, le système immunitaire est un peu défaillant. On leur fait des vaccins trop tôt. Mm. Donc le système immunitaire, il est à plat. Oui, Donc du coup, ils attrapent tout. d'accord. Parce qu'on ne leur a pas laissé le temps, si tu veux, de constituer leur solidité physique. Oui, On les a cassés au fur et à mesure. d'accord. Alors qu'ils ont un potentiel d'être costauds. Mm. Mm. Ouais, c'est ça, hein. Et justement, enfin, il y a une question qui me vient d'un coup là. C'est beaucoup de parents, par exemple, qui ont des enfants dyslexiques ou hyperactifs ou autistes, etc. Souvent, on va leur préconiser à ces enfants des séances psychomotriciens, orthophonie, euh, tout plein de séances. Est-ce que c'est quelque chose qui peut, sur le long terme, être bénéfique vraiment? Ou est-ce que ça. Alors, il y a deux choses. Il y a la technique et il y a le professionnel. Ouais, La meilleure technique avec un mauvais professionnel, l'enfant, ça ne passe pas. Il ouais. faut déjà que le professionnel convienne à l'enfant. Mm. Psychomotricité, si le professionnel est bien par rapport à l'enfant. Ouais, Psychomotricité, pourquoi pas? Pour les accompagner, tu vois, être dans leur corps. ouais. Et ça ne suffit pas. Il faut leur donner envie. Tu vois, c'est le dessin de la couverture de ce livre-là. Oui, Tu vois, il y a la ronde des enfants, là, et puis il y a la ronde des enfants au troisième étage de la Tour Eiffel. Et ouais, là, il y a une bulle. Donnez-nous envie de descendre. oui, Tu vois, c'est ça. Il faut leur montrer que sur Terre, ok, il y a des choses pas drôles, ok, il y a des gens pas drôles, c'est la réalité, mm, mais il y a plein de choses super et plein de gens super. ouais, mm, Il faut leur montrer que ça vaut le coup de s'investir dans la vie. mm. Vraiment orienter les activités sur ce qui les intéresse et Ouais, pas faire quelque chose. voilà. Alors, psychomotricité, un petit peu, pourquoi pas, mais Mm, il faut leur donner envie. Alors, mm, orthophonisme, ça, alors là, c'est encore autre chose. Parce que si on a affaire à un enfant dyslexique, il a besoin d'orthophonie. Si on a affaire à un enfant dysorthographique, il n'en a pas besoin. Je ne veux ouais, pas me faire que des amis avec les orthophonistes, hein. mm, Mais pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Le dyslexique, il confond les sons, il confond les positions. d'accord. Par exemple, si tu prends PBDQ, Oui, PBDQ, si tu les fais en script, c'est fait avec un rond et un bâton. oui, C'est la position relative du rond et du bâton, hein, qui va faire si ouais, c'est un PAB. ouais, Si tu es dans les pieds de la tour Eiffel, tu vas bien voir la position relative du rond et du bâton. mm,
Si tu es au 3e ou au 5e, position relative du rond et du bâton, déjà tu vois pas le rond et le bâton, alors de voir comment ils sont positionnés. Oui. En plus, P, B, D, quand tu les entends de loin, les sons se confondent. Mm. Donc tu vois, le dyslexique, il est là-dedans. Ouais. Il mélange tout. Hein. Au lieu d'écrire le, L, E, il va bien écrire le, E, L. Ouais. Tu vois, il va mélanger tout. Donc effectivement, il a besoin d'orthophonie. Le dysorthographique, c'est autre chose. Le dysorthographique, moi j'en ai plein qui me disent que le français, c'est une langue de fou. Ah bah c'est vrai, hein, en plus. Hein. Parce que en fait, le même son peut s'écrire de plein de façons différentes. Mm. PH, F. Le son O, tu peux l'écrire avec la lettre O. AU, EAU, AULX, OS, AUT, AULD, AULD. Hein. Tu vois, il y a plein de façons d'écrire O. Donc c'est laquelle qui est la bonne? Mm. Donc le dysorthographique, il écrit en phonétique. Oui. Hein. Donc à partir du moment où sa phonétique est bonne, où la structure de la langue est bonne, il faut juste lui donner le goût de la lecture. Et puis quand il va avoir autour de 14 ans, tout d'un coup, il y a un déclic et il rentre dans le code. Mm. Il faut patienter jusqu'à 14 ans. Dans le travail de Maria Montessori, 14 ans, c'est la période sensible du code. Et ça, moi, je le vérifie plein de fois. Ouais. Et je l'ai vérifié pour moi. Parce que moi, étant enfant, si on avait mis des notes négatives, moi, j'aurais eu 50 ou moins 100 à toutes mes dictées. Ouais. Hein. Et puis, arrivé ça devait être en 4e, je crois, quand j'avais 14 ans, tout d'un coup, j'ai commencé à avoir des notes de moins en moins négatives, et puis j'ai commencé à avoir des notes positives, jusqu'à ne presque plus faire de fautes. Ah oui, oui, oui. Maintenant, t'es auteur et t'écris hein, des livres. Et en faisant très peu de fautes, en utilisant très peu les correcteurs. Mm. Mm. Comme quoi. C'est génial tout ça. Je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions que je voulais te poser. Hein. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter qu'on n'a peut-être pas dit? Bah, peut-être ajouter quelque chose que tu as évoqué le mot tout à l'heure par rapport à l'autisme. Oui. Pour moi, ça n'engage que moi, l'autisme n'est pas génétique. Mm. Pour moi, l'enfant devient autiste en fonction de toute la période de périnatalité. Je ne mets pas les parents en cause. Oui. Ce n'est pas de la faute des parents. C'est un concours de circonstances, c'est une organisation qui fait que l'enfant n'arrive pas à rentrer dans la vie, donc il se met en retrait. Oui. Et puis, il y a des choses qui viennent aggraver. Il y a des vaccins qui viennent aggraver, il y a l'alimentation qui vient aggraver. Tu vois, il y a plusieurs choses qui viennent aggraver. Oui. Et tu vois, par exemple, je me suis retrouvée une fois, j'avais une patiente, elle s'est trouvée enceinte relativement âgée, elle vient me voir avec la petite avait 6 semaines. Donc, elle a la petite dans les bras, je parle à ce bébé. Mm. Il ne se passe rien. Le bébé ne me regarde pas, le bébé ne marque aucun intérêt à ce que je lui dis. Donc là, je suis en alerte. J'ai vu la maman et le bébé toutes les semaines pendant 4 mois. Et j'ai fait tout le travail de maternage avec la maman. Parce que la maman, elle n'avait aucun modèle dans la famille. Elle n'avait personne autour d'elle pour se servir de modèle. Donc c'est tout l'accompagner. Alors déjà, elle allaitait la petite. Quand elle allaitait devant moi, ben, c'était mal positionné toutes les deux. Mm. Donc tu vois, l'amener à retrouver le confort de l'allaitement. Puis après, changer la petite. Bon, ben, je lui ai montré, tu vois, la petite enlever la couche, lui faire des bisous sur le ventre, tu vois, prendre ses jambes, mobiliser ses jambes. Tu vois, tous ces jeux qu'on fait avec un bébé, ben, au bout de 4 mois, la petite était réceptive, était réactive. Mm. D'accord. Après, je l'ai vue une fois de temps en temps,
La dernière fois que je l'ai vue, elle avait 5 ans et demi. Il y avait eu un deuil dans la famille, donc la maman voulait être sûre qu'elle allait bien. Et je me suis régalée pendant 1 heure. Parce que j'ai eu une enfant très haut potentiel. Dans sa Oui, tête, tac, tac, ça fusait. Hein. Il n'empêche qu'à 6 semaines, si je n'avais pas pu être là, c'est un enfant qui aurait sombré dans l'autisme. oui, oui. Donc, beaucoup, beaucoup de câlins, d'amour, de maternage dès le début, quoi. Oui, parce que là, si tu veux, ces conditions de naissance ont fait que. C'est pas la maman qui est en cause, c'est tout le contexte. Oui, bah, comme l'environnement aussi, là, où ils sont parachutés, ils savent pas où. Ouais, ouais. L'autisme, c'est pas génétique, c'est épigénétique. Hmm, Hein. Donc c'est l'environnement. d'accord, super. Bah, écoute, est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu de tout ce que tu proposes maintenant, formation, conférence ou Alors, conférence, malheureusement, avec tout le pataquès sanitaire, je n'ai pas fait de conférence. J'en ai refait une fin septembre. oui. Pour le moment, je n'ai pas de planning de conférence. J'espère que ça va se remettre en mouvement. Hmm, Euh, je fais des formations. Et là, je vais en remettre en route parce que je commence à avoir de la demande. Donc, je fais des formations sur Paris. oui. Et à partir de 2023, les conférences que j'ai faites, elles vont plus être dans le sud comme jusque-là, parce que je Oui. quitte le sud et je vais m'installer entre Nantes et Angers. D'accord. Hein. Donc je Hmm, suis 15 jours Paris, 15 jours, 15 jours ailleurs, donc là entre Nantes et Angers, oui. où je commence à enraciner le gros projet que j'ai. D'accord. Ah, super, ça, on va te suivre, hein, c'est sur ton site internet Alors mon site Marie-Françoise. internet, pour le moment, il est défaillant, Oui, que c'est un vieux site qui est compliqué à mettre à jour, donc il est entièrement à refaire. d'accord. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'information sur mon site. Il faut utiliser mon adresse mail qui est Oui, contact marie-françoise-neveu en un seul mot.fr. oui. Et Les infos. n'hésitez pas à regarder aussi les spams si jamais vous Oui, attendez oui, oui, tout à fait, exactement. une réponse de Marie-Françoise, vérifiez les spams parce que moi ça m'est arrivé. Donc contact, oui, Marie. Je le mettrai de toute façon dans la barre de description, ton site Voilà. internet et ton adresse email pour les gens qui voudront te contacter. En tout cas, n'hésite. Sachant que le site n'est pas opérationnel pour le moment. Oui, voilà. Enfin, il y aura déjà quelques informations de base, mais Oui. après tu vas réactualiser plus tard. Mais au moins les gens auront déjà. Par exemple, la formation, celle qui est dans le site, bon, Oui, c'est la mouture d'il y a 2 ans, mais en oui, gros, ça reste en gros le même fonctionnement. oui, oui, oui. Les dates ne sont pas les bonnes, mais le contenu reste à peu près le bon. N'hésitez pas à voir également les interviews que Marie-Françoise a fait sur d'autres chaînes avec moi je t'ai connue par la télé de Lilou Massé. Il y a eu aussi l'interview que tu as fait à BTLV avec Bob Belanca, il me semble. Il y a eu Et puis il y en a plein d'autres, hein. Santa, je ne sais plus. Oui, Anna Sandrea aussi. Oui, voilà. Anna Sandrea. Vous mettez sur Internet Marie-Françoise sur un moteur de recherche, vous verrez toutes les vidéos qui apparaissent. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, je te remercie de tous ces partages enrichissants et n'hésitez pas vraiment à lire ces livres. Moi, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas lu ça avant? Et j'aurais évité pas mal de galères. Et, et voilà, n'hésitez pas à lui poser des questions si besoin après sur son site internet. Merci Marie-Françoise d'avoir accepté mon invitation. J'étais Eh ben, honorée Tal. et je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, à quoi dire? Sinon, tous s'unir pour accompagner ces enfants qui sont des pures merveilles. Oui, oui.
Super. Ben, merci beaucoup. À très bientôt. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et merci encore pour votre écoute. Et, et à très, très, très vite. Voilà, ça me donne envie de lire le dernier paragraphe du dernier livre. Vas-y, vas-y. Hein. Aucun ascenseur, aucune marche ne nous permettront de gravir la tour Eiffel. Il nous faut remonter nos manches et travailler à la guérison de notre enfant intérieur. Libérés de l'essentiel des émotions refoulées, ce ne sont pas des marches que nous allons monter, mais des portes que nous allons ouvrir à l'intérieur de nous, et à commencer par la porte du cœur. Wow. Magnifique. Tout est dit. Souhait pour la suite. Merci encore. À très bientôt.